À la COP26, le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu plusieurs séances d'entretien, notamment avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui ils ont signé un engagement d'une durée de 10 ans pour protéger la forêt équatoriale. 110 combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain se sont rendus au FRDC dans la localité de Nyamitaba, en territoire de Massissi. Ils ont remis 24 armes au commandant du secteur opérationnel Nord Kivu, Sokola 2. C'est une sorte de réqualification de la gratuité de l'enseignement qui dorénavant n'intervient que pour les classes de primaire. Le ministre de tutelle Tony Mwaba a saisi les 26 gouverneurs de province pour ces nouvelles directives. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. À la COP26, la RDC se présente comme le pays solution pour sortir le monde de la crise climatique. Une position forte du président de la République, Félix Tshisekedi, exprimée dans son discours à Glasgow. Le chef de l'État a eu plusieurs séances d'entretien, notamment avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui ils ont signé un engagement d'une durée de 10 ans pour protéger la forêt équatoriale. Cet accord multi-bailleur débloquera dans un premier temps des investissements sur le terrain à hauteur de 500 millions de dollars américains pour les premières années. Aussi, une dizaine de pays et le Fonds Bezos pour la Terre ont manifesté leur engagement à l'égard du bassin du Congo en annonçant une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars américains de financement entre 2021 et 2025. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a, dans le cadre de la coopération économique avec la Belgique, reçu ce mardi Philippe Jacquis, l'administrateur général de la fiscalité belge, à la tête d'une forte délégation. Au menu, la mobilisation des recettes et leur affectation rationnelle. Une opportunité pour Modeste Bahati Lukwebo qui a fait part à ses hôtes de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi d'instaurer la bonne gouvernance. Le directeur général des impôts de la Belgique est à mission à Kinshasa pour conclure un nouveau programme entre son pays et la RDC basé sur la gouvernance financière. Un programme qui consiste en la traçabilité des recettes dans la chaîne des dépenses. Le président du Sénat a également échangé avec la journaliste belge Colette Braakman. Ils ont évoqué le réchauffement des relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Braakman a loué à cette occasion l'initiative de Modeste Bahati Lukwebo avant de lancer un appel aux investisseurs belges de revenir au Congo. La délégation du Parlement belge qui est venue parce qu'il va renforcer les liens entre les deux parlements, mais aussi entre les deux pays, parce que ces dernières années, il y avait eu un peu une distance qui s'était établie entre nos deux pays, et je pense que lui, il tient vraiment à renouer les liens, y compris, par exemple, il évoque la possibilité d'une reprise de la coopération militaire, que la Belgique pourrait aider la RDC dans certains programmes, toutes choses qui avaient été suspendues jusqu'ici. Je pense que c'est très dommage que les entreprises belges aillent partout dans le monde et ne viennent pas au Congo. Elles ont invoqué pendant quelques années l'instabilité, les problèmes institutionnels, mais maintenant ces excuses-là n'ont plus de valeur. Il y a une stabilité. L'honorable M. Bahati m'a reconfirmé que les élections auraient eu lieu à la date prévue, dont le cadre politique présente une certaine stabilité. Et donc maintenant, les entreprises belges auraient vraiment intérêt pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires à revenir au Congo. Cet appel, Colette Braakman devra également le lancer à son retour en Belgique, surtout aux investisseurs de son pays. La foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa sera un cadre d'échange pour parler des opportunités d'investissement au Congo-Kinshasa. National, le directeur général ad intérim de l'Institut congolais de la conservation de la nature, Olivier Mouchiete, a été auditionné par la Commission environnement, tourisme et ressources naturelles sur le projet centrale hydroélectrique Sombwe. Les députés nationaux veulent voir clair comment relancer les activités de cette centrale. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique d'une capacité de plus de 160 MW a fait l'objet de plusieurs études et soulève encore de nombreuses questions à cause de la proximité du parc Upemba. L'Assemblée nationale appelait à se prononcer avant le dernier feu vert.
Ça n'est remis à la commission permanente Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement durable, qui a auditionné le directeur général de l'ICCN, gestionnaire de tous les parcs nationaux du Congo, pour éclairer la lanterne de la représentation nationale. Au sorti de l'audience, le directeur général de l'ICCN, Olivier Moucheté, a évoqué les grands piliers stratégiques de cet ouvrage, à savoir la place centrale de l'homme dans les dispositifs de conservation de la nature. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 MW d'électricité. Un projet d'une telle ampleur a évidemment des incidences économiques et sociales extrêmement importantes. Alors de nombreuses études existent déjà. Le président de la commission permanente en environnement de l'Assemblée nationale, Constantin Benguele, a pour sa part dit qu'il a été satisfait et édifié d'avoir écouté les explications d'un spécialiste en la matière. Nous voulions en tant que représentation nationale avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Sombwe, aux environs ou autour du parc de Lupemba. Il fallait aussi absolument savoir ce que la réalisation de cette centrale hydroélectrique pourrait avoir comme impact socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, nous avons été satisfaits des réponses que le directeur général de l'ICCN vient de nous donner. La centrale hydroélectrique a tout de développer les activités à caractère scolaire et touristique, ainsi que les revenus climat-carbone au regard du caractère stratégique de la RDC reconnue comme l'un des plus grands poumons pour le stockage du carbone. Je l'annonçais dans le sommaire, 110 combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, se sont rendus au FRDC dans la localité de Nyamitaba, en territoire de Massissi. Ils ont remis 24 armes au commandant du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola II. Également, plus de 70 autres armes récupérées des mains des forces négatives lors des opérations militaires dans ce même secteur ont été présentées à la presse et à la population locale. Regardez. C'est dans cette localité montagneuse de Nyamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la PCLS, avec 24 armes, se sont rendus au FRDC au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade, Mwenhulumbu Evariste, commandant Sokola II. Pour le porte-parole Sokola II, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armé. Nous venons de vous présenter 96 armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Oufamando 1 aidé contre les groupes armés IPDC de Mahachano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons au cours de ces opérations neutralisé le général autoproclamé Agouma qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola II profite de cette occasion pour vous dire que incessamment nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège. La population de Nyamitaba se réjouit de ces mouvements de reddition car, dit-elle, la paix va s'installer dans leur milliers. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons qu'on sensibilise presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et rejoignent le FARDC. Tous ces rendus seront pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Dans l'actualité également, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vient de saisir les gouverneurs des 26 provinces de la RDC pour leur donner des nouvelles directives en rapport avec les frais de scolarité pour l'année 2020-2021. Une sorte de réqualification de la gratuité de l'enseignement qui dorénavant n'intervient que pour les classes de primaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vient de faire un rétropédalage concernant la mise en place de la gratuité de l'enseignement des bases dans les établissements publics. Et selon sa note circulaire, ce programme du chef de l'État
va concerner seulement les niveaux primaires sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure qui va certainement soulager les enseignants, les parents et les élèves. Elle va aussi permettre aux professionnels de la CRE de reprendre le cours après ces mouvements de grève. En conséquence, les parents des élèves de la maternelle, du secondaire général et du cycle court, ainsi que des humanités, sont invités à payer les frais scolaires. À en croire le ministre, les frais scolaires dans ces écoles publiques sont fixés par l'arrêté du gouverneur sur proposition du comité provincial urbain de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ainsi, comme annoncé par les syndicalistes en prenant part aux assises des Kisantou la semaine dernière, le ministre fixe entre autres les frais de scolarité à payer, les frais de fonctionnement, du Minerval, frais national du cycle court et l'examen d'État, frais de carte nationale d'identification des élèves, frais d'internat et frais de carte de santé. Signalons que la fixation de ce frais par le ministre Tony Mwaba est justifiée par le souci de prendre en compte le coût technique destiné à assurer le fonctionnement des ateliers et laboratoires dans les établissements publics d'enseignement technique, mais également comme un appui et pour suppléer aux besoins des enseignants. Crise à la SCPT, le ministre des Transports, Voies de Communication Chérubin Okende a rencontré les agents de cette entreprise pour leur assurer de la perception de 2 mois de salaire à partir de ce 2 novembre. Une manière pour le gouvernement Sama Lukonde d'exprimer la volonté d'améliorer le social des agents des entreprises publiques. Chose promise, chose due. Le lundi 1er novembre, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, est allé à la rencontre des agents de la Société commerciale de transport Port pour leur annoncer la bonne nouvelle, celle du début effectif de la paye de 2 mois des salaires dès ce mardi 2 novembre 2021. Le gouvernement y a montré sa bonne volonté à Kinshasa, Matadi Boma. Les agents sont appelés à reprendre le travail dès ce mardi 2 novembre. Un message bien capté, bien reçu par les agents de la Société commerciale de transport et des ports. Concernant la problématique de la fermeture des ports privés illégaux et clandestins ainsi que les 207 millions dus à l'ex-ONATRA, 2 autres revendications des agents. Le ministre Chérubin Okende a rassuré que les solutions durables sont en cours. Sur l'instruction du président de la République. Selon l'instruction du président de la République et l'autorisation du Premier ministre, nous allons d'abord régler le problème de vos salaires. Nous avons déjà donné l'accord à vos chefs. La paye des salaires commencera dès ce mardi. Voici la planification de la paye sur les sièges. Nous allons payer environ 1500 personnes sur les ports de Kinshasa et puis nous allons payer 700 personnes sur les chantiers navals de Kinshasa, 1800 personnes sur les chemins de fer à Limete et 1000 personnes au centre médical. Les dialogues avec les agents, quels que soient les problèmes, voilà ce que prône celui que les Congolais appellent Magoufouli, ancien syndicaliste et créateur des syndicats. Chérubin Okende connaît bien le problème de la masse laborieuse à qui il veut donner une nouvelle espérance. Après l'arrestation arbitraire de Patrick Lokala, vice-président de l'Union nationale pour la presse du Congo, UNPC, les journalistes de cette structure dénoncent par un communiqué cet acte et exigent la libération sans condition de leur vice-président et projettent ainsi un sit-in devant le ministère de PT Antique. Nous, journalistes et professionnels des médias, sociétaires de l'UNPC, avons appris avec consternation et stupéfaction l'arrestation de notre confrère journaliste et vice-président de l'UNPC Kinshasa, Patrick Lokala, arrêté dans des conditions peu recommandables au sortir de son lieu de travail. Le vice-président de l'UNPC Kinshasa, Patrick Lokala, croupi au parquet près le tribunal de grande instance Kinshasa Matete. Ce, depuis 5 jours, dans les conditions inhumaines. Face à cette situation, nous, journalistes sociétaires de l'UNPC, dénonçons l'arrestation de notre confrère journaliste, Patrick Lokala, et exigeons immédiatement sa libération sans condition. Décidons la projection d'un sit-in devant le cabinet du ministre de PT Antique, Augustin Kibasa, ce jeudi 4 novembre 2021. Exigeons au ministre Augustin Kibasa de se désolidariser de Joseph Kazadi, radié de l'UNPC. Les journalistes congolais dénoncent
l'implication implicite du ministre Augustin Kibasa, qui, selon des sources, serait impliqué dans l'arrestation du vice-président de l'UNPC, Kinshasa. Les journalistes et professionnels des médias prennent à témoin la communauté tant nationale qu'internationale qu'à ce jour, le régime actuel a dressé une liste des journalistes en voie d'arrestation pour leur opinion, une façon de museler la presse et d'assassiner la démocratie. Nous demandons à l'UNPC de décréter un embargo dont, si le ministre Augustin Kibasa ne se désolidarisait pas du journaliste radié de la corporation. Polo Alaba, le directeur provincial adjoint pour la nouvelle citoyenneté et la communication, Félim Benga, a lancé un message de sensibilisation à toute la jeunesse actuellement en proie à la manipulation pour des mobilisations de rue. L'ambassadeur de la paix appelle les Lualabais en particulier et les Congolais en général de se comporter en véritables patriotes et à faire passer l'intérêt du pays avant tout. Mes chers compatriotes et Congolais et Congolaises, et Lualabais et Lualabaises, l'année tend vers sa fin. Ces messages s'adressent à vos citoyens nationaux et en particulier ceux de notre province, le Lualaba. Et celui-ci se résume tout simplement en chiffre 19. Ces chiffres qui a bouleversé et qui continuent à bouleverser nos vies. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup ont vu leurs affaires s'effondrer. Vous aurez compris avec moi que je parle de Covid-19. Mes chers compatriotes, Congolais, Congolaises, Lualabais et Lualabaises, c'est ici que je me rallie à toutes les forces qui militent pour une bonne citoyenneté, en l'occurrence l'équipe gouvernementale, notre direction de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté et toutes les parties prenantes qui luttent pour de bons actes d'une population qui en veut en bonne mœurs, responsable, civilisée, disciplinée et capable d'agir pour le bien-être de nous tous. L'heure n'est plus à la manipulation, moins encore à la désobéissance civile, mais à la tolérance. C'est ici que je nous invite tous à faire preuve d'une citoyenneté responsable pour dire non aux appels à l'arrêt partisan. La paix vaut plus que l'or. L'année a été très difficile et sera encore difficile, voire pire pour ceux qui se feront perdre leur vie. Développons un comportement responsable et faisons preuve d'une citoyenneté responsable. Que Dieu bénisse notre pays, le Congo, et que Dieu bénisse notre province, le Lualaba. Élection de 2023, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD affûte déjà ses armes. Les états-majors de fédération du parti s'activent à l'exemple de la ville de Kisangani où le président fédéral Lolo Ifoyo dynamise les comités de base du parti par l'installation des comités cellulaires. L'installation du bureau définitif de la CENI constitue un signal fort pour le Front de nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD en sigle, dépensé aux échéances électorales de 2023. Ainsi, sur recommandation du secrétariat général, les présidents fédéraux s'attellent à consolider leurs bases respectives. À Kisangani, dans la province de la Chopo, le président fédéral Dr Lolo Ofoilo vient de prendre son bâton de pèlerin. Il vient d'entreprendre une tournée de sensibilisation à travers les 6 communes qui composent la ville de Kisangani. Objectif, installer les différents comités de base de la fédération de la Chopo. Première étape de cette tournée, la commune de Mangobo, où il a sollicité le week-end dernier l'adhésion massive de la population du quartier Basoko, communément appelé États-Unis de Mangobo. Il les a exhortés de demeurer fidèles et loyaux aux idéaux du FNSD pour une victoire écrasante aux différentes élections de 2023. Le président cellulaire, à peine installé, drapeau à la main, a promis de défendre les intérêts du FNSD et de faire de Basoko un quartier totalement conquis par les fronts de nationalistes pour la solidarité et le développement.
Au-delà de sa mission législative, le député national élu légitime du peuple a le devoir de visiter sa base afin de recueillir leurs besoins et les apporter à l'exécutif. C'est dans cette optique que l'élu de Bumba, Janine Mabunda, a fait le tour du Grand Équateur, tournée purement sociale et humanitaire, moment de communion avec les couches défavorisées. De Gbadolite au nord Ubangui, à Bumba dans la Mongala, en passant par Lissala et Gemena, l'ex-speaker de l'Assemblée nationale a eu droit à un accueil chaleureux et fraternel. Les besoins de l'hôpital général de référence de Gbadolite se résument essentiellement en termes de matériel de santé et médicaments que l'élu de Bumba a apporté avant de visiter l'ancienne résidence du maréchal Mobutu en ruine qui rappelle bien des souvenirs du Zaïre. Cap, le sud Ubangui, où le centre de maternité de Notre-Dame de Gemena s'est vu être doté de matériel pour faciliter l'accouchement. Comme demandé, Janine Mabunda a apporté des couveuses, des tensiomètres et thermomètres, de matériel de chirurgie qui permettront aux patients, particulièrement les femmes, de recouvrer leur santé. Akula, cité bâtie sur pilotis à 110 km de Gemena, condamnés totalement à la pêche, près de 100 jeunes filles élèves ont vu leurs frais scolaires être totalement payés, une manière pour Janine Mabunda de les encourager à continuer avec les études. À Lissala dans la Mongala, l'accueil était digne d'une fête et dans sa jubessière, un lot constitué d'une centaine de tôles destinées à la construction d'une université publique à Lissala. Profitant de l'occasion, sous une fine pluie, l'élu de Bumba a communié avec les vendeuses, soulagées d'être à l'abri des intempéries après la construction par elles de ces pavillons au marché. À la problématique des érosions, le génie militaire a été mis en contribution. Et dans son fief électoral, Mabunda inspecte les travaux de réhabilitation du pont Moloa, situé à l'entrée de la ville, dont elle a financé les travaux de réhabilitation. La province du Nord Kivu sera représentée à la Coupe de tennis par Bolingi Liseko. Bienvenue. Ce sportif a eu les encouragements du député national Patrick Mounyomo qui a facilité sa rencontre avec le ministre des Sports afin de mieux défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à ce grand rendez-vous. Cet échange entre le député national Patrick Mounyomo et l'athlète Bienvenu Bolingi Liseko consistait à apporter un appui à ces sportifs qui fait la fierté de la province du Nord Kivu et a décroché une médaille d'argent lui permettant de participer à la Coupe d'Afrique de tennis qui se tiendra à Tunisie. Ce sportif a eu les encouragements de cet élu de Goma pour mieux défendre les couleurs de la RDC. Je suis présentement à Kinshasa. Je suis venu pour une compétition, une grande compétition, une compétition nationale qui a regroupé toute la province et tous les meilleurs athlètes de tennis de la RDC. Et j'en fais partie parce que j'ai représenté la RDC et la ville-province du Nord Kivu. Et j'ai joué la finale et ça a fait l'honneur de ma province. Et présentement, je suis à Kinshasa, reçu par l'honorable Patrick Mounyomo qui m'a reçu ce matin pour me demander ce qui s'est passé, comment la compétition s'est déroulée. Et il regrette beaucoup parce qu'il n'était pas là, mais j'ai eu la grâce de l'avoir vu aujourd'hui et il m'a reçu. On a beaucoup parlé pour le projet de la jeunesse et tout. Et ouais, c'est ça. Et on a parlé aussi pour le voyage de Tunisie parce qu'il y a la Coupe d'Afrique qui commence la semaine prochaine. Et voilà, j'ai le soutien de notre papa, l'honorable Patrick Mounyomo, qui est là pour me soutenir pour ce voyage. Notons que Patrick Mounyomo a accompagné ses fils du Nord Kivu à l'audience lui accordée par Nkonde Serge, ministre des Sports et Loisirs. Cependant, par son truchement, il a remercié tous ceux-là qui ne cessent de fournir d'efforts pour soutenir le monde sportif dans la province du Nord Kivu. On reste toujours dans la province du Nord Kivu. Une convention a été signée entre le FPM et la Société des microcrédits congolaises afin de soutenir la croissance et réduire la pauvreté. La cérémonie a eu lieu à Goma. Bellarmin Katelaï pour les détails. C'est un nouveau partenariat signé à Goma entre le FPM-ISA et la Société de microcrédit congolais, une façon pour le FPM-ISA de soutenir la croissance du portefeuille de la SMICO
y contribuer à réduire la pauvreté. Le DG de la SMICO Pacifique Matabaro, Ndangano, précise que ce prêt va permettre d'octroyer désormais des crédits à 3 ans, ce qui n'était pas avant. En tant qu'institution financière, non seulement qu'on a nos propres fonds, on collecte de l'épargne pour la redistribution de crédit, mais en matière d'équilibrage des gestions des risques, il est important d'avoir des ressources supplémentaires pour permettre de mieux prendre en charge nos clients. Donc FPEM fait partie de ces partenaires qui nous fait confiance et qui acceptent de nous donner des ressources à moyen terme et donc qui nous permettent aujourd'hui d'être plus à l'aise dans le modèle de financement. Le directeur général du FPM, Carlos Calambay, souligne pour sa part que sa structure est déterminée à continuer à financer les institutions financières, mais cela à certaines conditions. Pour nous, FPM, c'est un réel plaisir en tout cas de signer une fois de plus ce partenariat avec SMICO. Et surtout au regard des situations et des conditions économiques assez difficiles de ces derniers temps. Rappelons que la Société des microcrédits congolais est une institution des microfinances créée en décembre 2009 par un groupe d'anciens banquiers belges et congolais qui ont un fort attachement à la région et au développement des communautés locales du Kivu et de la partie Est de la République démocratique du Congo. SMICO est l'une des IMF de l'Est de la RDC avec un réseau de 6 agences situées à Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi, Bunia et Kisangani. L'institution prévoit de s'étendre sur les autres régions du pays, prioritairement à Lubumbashi, au sud-est du pays. Et pour finir, cérémonie de collation de grade académique et clôture de l'année à l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICACI ISPT. Les parents, étudiants et plusieurs autorités des institutions publiques et privées ont répondu à ce rendez-vous. Tout a commencé par l'hymne national et l'hymne de l'ISPT. Ensuite, le directeur général de cette institution, le professeur ordinaire Emmanuel Banué-Sizé Mukambilwa, a pris la parole pour son allocution. De prime abord, il a tenu à remercier toute personne qui a concouru de près ou de loin à la réussite du bon déroulement des activités au sein de cet alma mater. Certains parmi eux ont même reçu des diplômes de mérite pour leur dévouement et leur bravoure. Les travailleurs les plus anciens de ces établissements universitaires n'ont pas été oubliés par le DG. Ces derniers ont été honorés par cet homme amoureux du travail bien fait. Le rapport académique a par la suite été donné par le secrétaire général qui s'est félicité d'avoir accompli un travail de titan en dépit des multiples difficultés rencontrées au courant de cette année. Puis, l'heure tant attendue est arrivée, la proclamation des résultats. La joie était à son comble. Les heureux lauréats, accompagnés de leurs membres de famille, se sont réjouis du fruit du travail accompli. À la fin de la cérémonie, le directeur général de l'ISPT l'ICACI, le professeur Emmanuel Banué-Sizé, a remercié toutes les délégations venues assister à la dite cérémonie. C'est notamment le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le recteur de l'université et d'autres hautes personnalités tant civiles que militaires. Nonobstant les multiples difficultés liées à la pandémie de coronavirus, le DG de l'ISPT n'a pas caché sa joie de voir l'année académique se clôturer en beauté. Grâce à la volonté du gouvernement de la République aujourd'hui, et nous sommes très heureux que tout se soit bien passé et que les étudiants soient heureux de terminer l'année académique alors qu'il y avait déjà de fortes craintes. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail digne de son nom a été organisé dans une salle où plusieurs personnalités ont été conviées pour la circonstance. Ainsi aura vécu la journée du 2 novembre 2021 à l'ISPT l'ICACI. Ce journal est terminé, madame, monsieur, voici le rappel des titres. À la COP26, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a eu plusieurs séances d'entretien, notamment avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui ils ont signé un engagement d'une durée de 10 ans pour protéger la forêt équatoriale. 110 combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain se sont rendus au FRDC dans la localité de Nyamitaba en territoire de Massissi. Ils ont remis 24 armes au commandant du secteur opérationnel Nord Kivu, Sokola 2. C'est une sorte de requalification de la gratuité de l'enseignement qui dorénavant n'intervient que pour les classes de primaire. Le ministre de tutelle Tony Mwaba a saisi les gouverneurs de 26 provinces pour ces nouvelles directives. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.